Bonjour à tout le monde. Eh bien aujourd'hui, poste 18, les médias et le traitement de l'information. Quelle est la valeur des informations qui sont distillées par les médias de masse? Alors, pour commencer, exagération systématique, comparaison hasardeuse. Le gouvernement, je crois, est prêt à toutes les fourberies rhétoriques pour tenter de discréditer les gilets jaunes. Alors ça a commencé il y a quelque temps, rappelez-vous, avec l'affaire Mélenchon, qui a été un vrai traquenard médiatique. Ça continue actuellement avec un traitement de l'information qui est totalement partisan en ce qui concerne le mouvement citoyen des Gilets jaunes, de la part des principaux médias nationaux. On a bien compris. On a quand même des journalistes de BFM Télé, pour ne pas les nommer, qui, le lendemain de la manifestation de samedi dernier, le lundi matin, ou quasiment le lendemain, ils font un reportage alarmiste en se filmant sur une parallèle des Champs-Élysées qui est dépavée depuis plus d'une semaine parce qu'elle est en travaux. Jamais on signale que c'est une zone de travaux, donc implicitement, ça renvoie aux violences qui ont été commises par des soi-disant gilets jaunes. Bon, c'est hallucinant, il y a un long travelling, ça fait, je sais pas, cette avenue elle fait au moins 100 mètres. Bon bref, autre exemple, mardi dernier, j'écoute, parce que j'écoute ces chaînes-là, j'aime bien me rendre compte de la réalité des faits. Rue Telkrieff, ok, il y a 4 invités. Première, Madame Saillet, porte-parole des Républicains, donc elle aussi responsable de la situation, puisqu'ils ont été aux affaires, les Républicains, depuis tout ce temps, depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années largement. Deuxième invité, une politologue, Madame Morin de chez Ipsos. Vous y croyez, vous encore, aux instituts de sondage? Vous avez confiance? Vous ne pensez pas qu'ils mettent en scène les conditions les plus favorables au pouvoir? Regardez le nombre de manifestants qui sont déclarés et relayés par tout le monde, 80 000 dans toute la France le week-end dernier, alors que certainement c'est plus près de 800 000, voire plus certainement. Ok, troisième invité, un député Les Républicains En Marche, Monsieur Orphelin. Alors Monsieur Orphelin, je voudrais juste lui rappeler une petite chose qui déborde un petit peu, mais peu importe. Je voudrais lui rappeler que le mouvement des Insoumis, ça fait pas partie de l'extrême gauche, mais ça fait peur parce que ça fait le pendant du FN. Les partis d'extrême gauche, il faut qu'ils revoient ses leçons. C'est le PCF, le Parti communiste français, c'est le NPA, le parti anticapitaliste de Poutou et Besancenot, LO, la lutte ouvrière, Arlette Taguillet, Nathalie Arthaud, et le POI, Parti ouvrier indépendant. Jamais les Insoumis font partie de l'extrême gauche. À gauche, il y a qui? Les socialistes. C'est un petit rappel, peu importe. Les socialistes qui n'existent plus, et puis qui n'ont jamais rien changé en termes de système, puisque eux aussi, ils ont gouverné depuis 40 ans. À gauche, je vois guère pour le moment que la France insoumise, peut-être un parti des Gilets jaunes plus tard. Allons voir tout ça. Mais bon, c'est pas le sujet, c'était juste un rappel. Pour reprendre, quatrième invité, une journaliste au point qui commence par dire: oui, effectivement, le discours du président change actuellement, il semble écouter les Français. Ok, ça fait 4-0. Ah non, j'oubliais, 5-0 parce qu'il y a Ruth. Bah ouais, Ruth Elkrief, elle est partie prenante. Alors ils sont où les opposants? Et ça tente d'expliquer, alors partout l'inexplicable, surtout ça tente de détourner des vraies questions. L'augmentation du pouvoir d'achat pour les Français. Alors il faut faire cette transition écologique, on est d'accord, mais il faut aussi faire une transition sociale. On ne peut pas séparer les deux. Quand tu prends, de toute façon c'est simple à comprendre, quand tu prends des dizaines de milliards qui sont consentis aux grands groupes et aux lobbies, tu as des fonds pour investir sur la santé, sur les transports, sur l'école, et le pouvoir d'achat, du coup, ça le valorise, du coup, non? Et rendre la vie, du coup, des millions de Français qui travaillent et qui enrichissent notre pays par le travail un peu plus agréable et surtout plus désirable, ok? Donc c'est vraiment d'une totale inversion des lignes de priorité dont on parle là. L'humain avant l'argent, le nombre avant l'individualisme. En un mot et en un seul, comme on dit, c'est tout l'inverse de ce que nous on vit depuis près de 70 ans. Écoutez, pour étayer mes propos en termes de traitement de l'info, puisque c'est le thème de ce poste, je vous propose un petit florilège des mots qui sont choisis ou qui ont été choisis par les représentants du gouvernement pour qualifier la manif de samedi dernier. Je commence avec Benjamin Griveaux, vous en avez entendu parler, porte-parole, avec parfois des scènes de guerre sur les Champs-Élysées. Alors au minimum, c'est très exagéré, des scènes violentes, des scènes d'émeutes, peut-être à la limite, mais sans doute pas des scènes de guerre. Qu'est-ce qu'il fait? Et quel est le but recherché? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Il utilise ce qu'on appelle en rhétorique une hyperbole. Une hyperbole, c'est une exagération volontaire de son propos pour le dramatiser, et derrière, sa stratégie argumentative, elle consiste à disqualifier le mouvement dans son ensemble. Deuxième exemple, Gérald Darmanin. Vous avez entendu, vous avez noté vous aussi.
Ce ne sont pas les gilets jaunes qui ont manifesté, c'est la peste brune. Alors pour le coup, c'est pour le coup absurde, et ça ramène par analogie au surnom qui était donné au nazisme. La stratégie, elle est la même. Ils ramènent la grande mobilisation populaire de samedi dernier dans tout le territoire de France à ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, hein, et aux seuls casseurs qu'il y avait entre nous, gazer les gens sans distinction dès leur arrivée, agresser les familles, les CRS, hein, bien sûr, hein, je parle de les familles qui étaient assises, qui étaient pacifiques, laisser passer les groupes masqués, gantés, qui étaient pour le coup vraiment identifiables, attendre 1 heure avant d'intervenir sur les casseurs, laisser des rues adjacentes pleines de barrières et de matériel, alors on savait à l'avance ce qui allait se passer. Hein. Bon bref, ce monsieur, il ramène aux seuls casseurs et à ceux qui parmi eux appartiennent à l'ultra-droite, et il ramène ce mouvement-là à l'hitlérisme. Bon, en termes argumentatifs, c'est vraiment inacceptable. Hein. Troisième exemple, allez, soyons fous. Christophe Castaner, il faut repousser les séditieux. Pareil, les séditieux, c'est un terme qui renvoie au vocabulaire d'attentat, de complot. Alors ça, c'est Larousse qui le dit, hein, c'est pas moi. Hein. Voilà le type de vocabulaire du ministre de l'Intérieur qui renvoie directement la disqualification globale du mouvement des Gilets jaunes. Hein, il renvoie à ça directement, et en parlant à travers un seul prisme, celui des casseurs de samedi. Ok ? Je vous rappelle, hein, on avait vu ce type de vocabulaire au 1er mai dernier, hein, avec la France Insoumise, amalgamé aux Black Blocs. C'est vraiment une stratégie d'État. Hein, une stratégie une stratégie verbale. Hein. La seule utilité pour le gouvernement, hein, de toute façon, dans cette stratégie, étant de ne pas rentrer dans le seul débat qui vaille, qui est un débat de fond, en effet. Un débat de fond sur l'équité de la fiscalité et du pouvoir d'achat des Français. Ok ? Eh bien écoutez, c'était mon analyse un petit peu rhétorique ce soir de tout ça. On se retrouve bientôt. Allez, bye bye et bon courage aux Gilets jaunes.